Sabina Blake, 19 ans, avait toujours vécu dans un monde doré. Fille de Maxwell Blake, magnate des affaires, et d'Evelyn, icône de la haute société, son existence était rythmée par les yachts, les robes haute couture et les galas caritatifs. Mais derrière cette façade parfaite, Sabina étouffait. Ses parents contrôlaient tout, ses amitiés, ses études, jusqu'à ses pensées. La rébellion couvait depuis des années, mais c'est sa rencontre avec Ellie, un étudiant boursier, qui mit le feu aux poudres. Lorsque ses parents découvrirent leur relation, ce ne fut pas le statut social du garçon qui les scandalisa, mais l'audace de Sabina à choisir par elle-même. « Tu brises 3 siècles de tradition », hurla son père. Dans un ultimatum glacé, ils lui retirèrent tout, carte de crédit, compte en banque, héritage. Le lendemain, une enveloppe contenait une seule phrase, « Tu as fait ton choix ». Sous un ciel plombé, Sabina franchit les grilles du manoir familial pour la dernière fois, une valise à la main. La brise froide lui mordait les joues tandis qu'elle murmurait, « Maintenant, je fais quoi ?» La ville dévorait Sabina. Ses anciens amis, tous issus de son milieu, ignoraient ses appels. Après des heures d'errance, elle échoua dans une gare délabrée, serrant son manteau de luxe contre l'odeur d'urine et de friture. Une femme âgée aux yeux fatigués, Hattie, lui tendit un sandwich enveloppé dans du papier gras. « T'as l'air perdu, poupée. Viens, y a une église pas loin. » Le sous-sol de l'église Saint-Michel était loin des marbres de son enfance, des lits de camp alignés, des murmures de prière, et l'odeur tenace de la lessive bon marché. Cette première nuit, Sabina resta éveillée, écoutant les ronflements des autres sans-abri. Au petit matin, Hattie l'emmena à la soupe populaire. En voyant la file d'attente mères épuisées, vieillards tremblants, enfants aux joues creuses, Sabina réalisa l'étendue de son ignorance. Lorsqu'un bénévole lui glissa, « T'inquiète, ça va aller », son cœur se serra. C'est alors qu'elle aperçut Ellie, portant un carton de vêtements. Leur regard se croisa. « Sabina », s'étonna-t-il. Sous les yeux des sans-abri et des bénévoles, la fille riche et le garçon pauvre se retrouvaient, du même côté de la charité. Le centre jeunesse où travaillait Ellie devint le refuge de Sabina. Entre ateliers d'insertion et distribution alimentaire, elle découvrit un monde où la dignité ne dépendait pas d'un compte en banque. Un soir, en aidant à servir des repas, elle entendit une adolescente dire « Ici, on est des invisibles, mais on se voit entre nous ». Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Pourtant, le passé la rattrapa, une voiture noire aux vitres teintées, celle de sa mère, rôda près du centre. Aucun mot échangé, juste le regard froid d'Evelyn à travers la vitre. « Il te surveille », soupira Ellie. La colère de Sabina se mua en détermination. Lorsque la directrice du centre, Madame Nacha, lui proposa de former un groupe de soutien pour les jeunes femmes, elle accepta. Sa première élève, Lila, 17 ans et enceinte, lui confia « Vous savez ce que c'est d'avoir peur de demain ?» Sabina lui serra la main. « Oui. Mais ensemble, on est plus forte. » Cette nuit-là, son téléphone vibra, un message de son père. « Reviens. On doit parler. » Ellie lui prit la main. « C'est un piège ?» Sabina éteignit l'écran. « Je ne suis plus celle qu'il croit. » Sabina hésita devant le portail du manoir familial, ses doigts serrés autour de son téléphone où s'affichait un nouveau message de sa mère. « Ton père est malade. Reviens. » Ellie lui avait proposé de l'accompagner, mais elle refusa. « C'est mon combat. » Maxwell, autrefois imposant, semblait réduit, fragile sous les couvertures de soie. « Tu es venue, murmura-t-il. » Evelyn, immuable, resta silencieuse près de la fenêtre. La proposition tomba comme un coup près, « Prends la tête de la Fondation Blake. Redore notre image. » Sabina éclata de rire. « C'est tout ? Vous me jetez comme un Kleenex et vous voulez que je nettoie vos mensonges ?» Son père toussa, les yeux brillants. « Fais-le pour toi, pas pour nous. » En quittant la maison,
Sabina sentit un mélange de colère et de tristesse. Mais une idée germait, et si elle utilisait leur argent pour faire le bien? Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Abandonne. La fondation n'est pas à toi. Le piège se refermait. La presse locale relata son retour, et les réactions fusèrent. Certains la traitaient de « gâtée repentie », d'autres saluaient son courage. Au centre jeunesse, Miss Nacha lui tendit une tasse de thé brûlant. « Tu as allumé un feu, Sabina. Maintenant, il faut souffler ou alimenter les flammes. » Le lendemain, en ouvrant son ordinateur, Sabina découvrit des fichiers corrompus, tous ses dossiers sur la fondation, effacés. Puis ce fut l'attaque frontale, une pierre lancée dans la vitre du centre avec un mot « tais-toi ». Ellie, blessée en protégeant un enfant, lui fit promettre de ne pas céder. Ils ont peur, c'est bon signe. Sabina passa la nuit à reconstituer ses preuves, emails, transactions douteuses, rapports falsifiés. À l'aube, elle convoqua la presse. Face aux caméras, elle annonça « Je vais réformer la fondation Blake. Et ceux qui volent les pauvres devront me passer dessus. » Dans la foule, un homme en costume l'observa, un sourire étrange aux lèvres. L'homme en costume se révéla être Daniel Kessler, ancien avocat de son père. « J'ai des documents qui vous intéressent, murmura-t-il dans un café bondé. Il lui tendit une clé USB. Tout est là. Comptes offshore, détournement, votre mère est impliquée. Sabina, méfiante, demanda « Pourquoi m'aider ?» Il baissa les yeux. « J'ai une fille de votre âge. Je ne veux pas qu'elle hérite d'un monde aussi pourri. » Pendant des jours, Sabina et Ellie analysèrent les preuves. Les sommes volées auraient pu construire des dizaines de logements sociaux. « On va les écraser, gronda Ellie. Mais la contre-attaque fut brutale, le centre jeunesse reçut un avis d'expulsion, et Hattie fut arrêtée pour vagabondage. Sabina, furieuse, organisa une manifestation devant la mairie. Des centaines de personnes vinrent, médias à leur trousse. La solidarité n'est pas un crime, scandait-il. Hattie fut libérée, mais le message était clair, la guerre commençait. Invitée sur un plateau télé national, Sabina prépara chaque mot. Le présentateur, sceptique, l'interrogea « N'est-ce pas une vengeance contre vos parents ?» Elle sourit. Regardez ces chiffres. Pendant qu'on servait du champagne dans nos galas, 40% des dons disparaissaient. Je veux rendre ce qu'on a volé. En direct, elle nomma les responsables, y compris sa mère. L'audimat explosa. De retour au centre, une foule l'attendait, journalistes, soutiens, et des hommes en noir postés près d'une voiture. Miss Nacha l'attira à l'intérieur. Ils vont te faire arrêter pour diffamation. Sabina, calmement, activa un enregistrement. J'ai toutes les preuves. Et maintenant, tout le monde les a. L'enregistrement, envoyé à la presse, révélait Evelyn ordonnant de bloquer des fonds pour un orphelinat. Le scandale éclata comme une bombe. Les jours suivants furent un chaos médiatique. La fondation Blake fut mise sous tutelle judiciaire. Evelyn, acculée, tenta une dernière manipulation. Sabina est instable, influencée par des extrémistes. Mais trop de témoins dont d'anciens employés parlèrent. Maxwell, depuis son lit d'hôpital, appela Sabina. « Je suis fier de toi. » Ces 3 mots la brisèrent. Pourtant, la menace persistait, un coup de fil anonyme avertit Ellie « Quitte-la, ou on s'en prendra à toi. » Sabina, terrifiée, voulut tout abandonner. « Je ne te laisserai pas faire, » jura Ellie. Ensemble, ils contactèrent un procureur anticorruption. Les arrestations commencèrent, membres du conseil, avocats complices, même le maire fut impliqué. Pendant ce temps, les dons affluaient pour le centre jeunesse. Un journaliste écrivit « Sabina Blake n'a pas hérité d'une fortune, mais d'une conscience. » 6 mois plus tard, la nouvelle fondation Blake ouvrit ses portes.
Son conseil d'administration comptait d'anciens sans-abri, des travailleurs sociaux, et ATI. Le premier projet, un réseau de logements gratuits géré par leurs habitants. Lors de l'inauguration, Sabina prit la parole devant une foule émue. On m'a appris que l'argent donnait le pouvoir. En réalité, c'est le partage. Élie, à ses côtés, ajouta, et la vérité. Pourtant, une ombre planait, Evelyne, ruinée et discréditée, avait disparu. Certains disaient l'avoir vue à l'étranger. Un soir, Sabina reçut une lettre sans signature, « Tu as gagné. » Pour l'instant. Elle la brûla sans un regard. Le lendemain, au petit déjeuner avec les résidents du centre, une fillette lui demanda, « Tu es devenue pauvre pour nous aider ?» Sabina rit. « Non. Je suis devenue riche, de vous. » Des années plus tard, Sabina dirigeait un réseau international de refuges. Élie, devenu son mari, enseignait le droit aux jeunes des quartiers défavorisés. Le manoir familial avait été transformé en école gratuite. Un matin, en triant des archives, Sabina tomba sur une vieille photo, elle, à 10 ans, souriant entre ses parents. Une larme coula. « Tu penses encore à eux ?» demanda Élie. Elle hocha la tête. « Ils m'ont tout appris, surtout ce qu'il ne fallait pas être. » Ce soir-là, lors d'un discours, une étudiante l'interrogea, « Comment avez-vous eu le courage de tout risquer ?» Sabina répondit simplement, « Quand on n'a plus peur de perdre, on est libre. » Alors que l'assistance applaudissait, son regard croisa celui d'une femme au fond de la salle, une silhouette élégante, cheveux gris, qui partit avant la fin. Sabina sourit. Peut-être que certaines blessures ne guérissent jamais. Mais elles apprennent à vivre.